Durant l'été 1940, la Grande-Bretagne se dresse seule contre l'Allemagne d'Hitler. Une étroite bande de mer, la Manche, la sépare encore de l'Europe occupée par les Allemands. Les victoires éclatantes remportées par Hitler au cours des 9 premiers mois de la Seconde Guerre mondiale ont stupéfié le reste du monde. Hitler est désormais prêt à écraser son ultime adversaire. Le nouveau Premier ministre britannique, Winston Churchill, annonce au monde que la campagne de France a pris fin et que la bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. Churchill exprime les craintes du monde civilisé lorsqu'il proclame que si l'Angleterre est vaincue, le reste du monde sombrera à nouveau dans les abîmes d'une ère de ténèbres. Hitler en est certain. Pour réussir l'invasion de l'Angleterre, l'Allemagne doit d'abord anéantir la Royal Air Force au sol et dans les airs. Le destin de la Grande-Bretagne se jouera donc au terme d'une lutte longue et acharnée entre deux armées de l'air déterminées. Cette lutte sera également une confrontation entre deux personnages diamétralement opposés. Le commandant en chef de la British Royal Air Force, le maréchal de l'air Sir Hugh Dowding, et le commandant en chef de la Luftwaffe allemande, le Reichsmarschall Hermann Göring. Le vendredi 1er septembre 1939, la machine de guerre hitlérienne envahit la Pologne en appliquant les principes de la Blitzkrieg, ou guerre éclair, tactique qui permet de s'assurer une victoire rapide. 2 jours plus tard, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, en vertu des accords mis au point précédemment avec les Polonais. Les deux pays procèdent en hâte à la mobilisation générale. Ils craignent une campagne de bombardement immédiat de leurs grandes villes. À Berlin, redoutant les représailles des bombardements alliés, les Allemands ne déclenchent cependant pas d'offensive aérienne contre l'Alliance de l'Ouest. Hitler et ses généraux reconnaissent également avoir besoin de temps pour préparer leurs armées à attaquer la France. Durant l'hiver 1939 et le printemps 1940, il y a impasse dans ce qu'on appellera plus tard la drôle de guerre ou Sitzkrieg, une activité militaire limitée sur le front de l'Ouest. Mais lorsque le 10 mai 1940, la Sitzkrieg se transforme en Blitzkrieg, les forces alliées sont totalement prises au dépourvu. Les armées françaises et anglaises, rapidement ébranlées face à la vitesse et à la puissance de l'avancée allemande, sont vite forcées de faire marche arrière. Les forces allemandes atteignent bientôt les ports de la Manche et seul le miracle de l'évacuation de Dunkerque permet aux troupes anglaises engagées en France de s'échapper, évitant ainsi leur anéantissement. En seulement 6 semaines, la France est vaincue. Hitler est convaincu que l'Angleterre va demander la paix. Mais Churchill et le peuple anglais rejettent d'emblée une telle idée et décident de poursuivre le combat. Ils se préparent à une invasion imminente, mais ayant dû abandonner en France la majorité de l'artillerie lourde, leurs chances de résister avec succès aux assauts de l'armée allemande paraissent bien minces. De fait, eu égard à l'étroitesse de la Manche, l'invasion de la Grande-Bretagne semble être une opération relativement simple. Mais pour y parvenir, il est essentiel que la Luftwaffe se rende maîtresse du ciel dans le sud de l'Angleterre. Göring est persuadé d'y parvenir rapidement. Hugh Dowding comprend que seuls ses chasseurs pourront contrecarrer les projets de Göring et empêcher la menace d'invasion. Les deux hommes font appel à leur grande expérience personnelle, acquise lors des combats aériens qu'ils ont menés au cours de la Première Guerre mondiale.
Né en 1882, Hugh Dowding est le fils d'un directeur et il fait ses études au Winchester College, une prestigieuse université anglaise. Il rejoint l'armée à l'âge de 17 ans et intègre la Royal Artillery. Après un brillant début de carrière mené à l'étranger, il apprend à piloter et gagne ses galons en 1913 en rejoignant la Royal Flying Corps qui vient d'être fondée. Dowding se distingue à la fois comme pilote et comme commandant au cours de la Première Guerre mondiale. En 1915, il est à la tête d'une escadrille. Au moment de l'armistice de novembre 1918, il a atteint le grade de général de brigade aérienne au sein de la toute jeune Royal Air Force. Au début des années 30, Hugh Dowding sert à un poste clé. Il est chef de la branche intendance et recherche au ministère de l'Aviation. C'est à ce moment qu'il joue un rôle déterminant en fournissant à la RAF les avions et la technologie qui seront essentiels en 1940. Deux nouveaux monoplans entrent en service, le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire. C'est également à cette époque que commence la construction d'une ligne de stations radar couvrant les côtes sud et est de l'Angleterre. Dowding est en mesure de tirer les profits de sa politique en prenant, en 1936, la tête du Fighter Command nouvellement créé. Pendant les 4 années suivantes, il travaille d'arrache-pied pour renforcer ce qu'il estime être le capital le plus précieux d'Angleterre. Cependant, en raison de son âge, il doit prendre sa retraite en juillet 1940. La survie du pays ne tenant plus qu'à un fil, Winston Churchill ordonne personnellement à Dowding de rester à son poste. Bien qu'on le dise vieux jeu et qu'il montre de temps à autre une certaine distance, son tempérament paternel lui gagne le respect de ses pilotes. Il est lui-même profondément attaché à ces jeunes chasseurs qu'on surnomme ses poussins. C'est sur leurs épaules, ainsi que sur celles de Dowding, que repose désormais la survie de l'Angleterre. Hermann Göring a 11 ans de moins que Dowding. C'est à 17 ans qu'il rejoint l'armée impériale allemande en tant que cadet. Nommé officier en 1912, il se bat avec courage durant les premiers mois de la Grande Guerre avant d'être blessé au début de l'année 1915. Göring est muté au sein de l'armée de l'air allemande. Il rejoint les fameux chasseurs du Flying Circus, le cirque volant, commandé par le baron von Richthofen. Il se distingue dans les airs sur le front de l'Ouest et sa bravoure lui vaut de recevoir la très convoitée médaille du mérite. Après la mort du Baron Rouge en avril 1918, il prend le commandement du Flying Circus. Comme un héros national, Göring n'a pas d'illusion sur les circonstances de la défaite de l'Allemagne en 1918. Il est convaincu que les politiciens ont trahi leur pays. En 1922, il rejoint le jeune parti nazi fondé par Hitler. Il est blessé à l'estomac lors du putsch raté de la brasserie à Munich en novembre 1923. Aux yeux du chef du parti nazi, cet engagement pour la cause fait de Göring la combinaison parfaite entre le héros de guerre et le héros politique. Hitler le récompense en lui donnant marque honorifique et pouvoir. Göring réorganise les membres des sections d'assaut nazis, ou SA, et, plus important, fonde la nouvelle armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Surnommé entre autres l'homme aux 1000 costumes, Göring est dans tous les sens du terme plus vrai que nature. En juillet 1940, il annonce à Hitler que sa stratégie aérienne est au point. L'invasion de l'Angleterre peut commencer. Il est convaincu que sa Luftwaffe, numériquement supérieure et endurcie au combat, va rapidement balayer des cieux les chasseurs de la RAF. C'est un Dowding sombre mais résolu et un Göring suprêmement confiant qui se prépare maintenant à ce qui sera, ils le savent tous deux, leur bataille décisive.
Au début du mois d'août 1940, Döding ne dispose que de 700 avions opérationnels et il manque de pilotes de chasse entraînés. De plus, il doit se battre dur pour conserver ce maigre capital. Dès le début de la guerre, il comprend que le Fighter Command de la RAF est essentiel à la défense du pays. Pourtant, en mai 1940, le gouvernement anglais prévoit d'envoyer un nombre considérable de ses pilotes de chasse outre-Manche dans le but d'aider les Français. Döding fait pression sur le gouvernement en déclarant que non seulement ce sacrifice ne permettrait pas de sauver la France, mais signerait surtout la défaite de l'Angleterre. Les avions restent sur place, ce qui donne à Döding une chance de tenir à distance la Luftwaffe de Göring. Son Fighter Command est conçu pour assurer la défense de tout le pays et maintenir des réserves de renforts. Döding divise le territoire du pays en 4 fighter groups. Les groupes 13 et 12 couvrent le nord et les Midlands. Le groupe 10, le sud-ouest. Quant au numéro 11, il protège la zone critique du sud-est de l'Angleterre. Cette stratégie aide Döding à organiser une défense en profondeur, lui permettant de garder des réserves de renforts en permanence. Pourtant, avec ses faibles effectifs, il doit faire face aux attaques de la Luftwaffe venant de 2 directions différentes, de l'autre côté de la Manche et de la mer du Nord. L'approvisionnement en nouveaux avions de chasse n'est pas un problème. En mai 1940, Churchill nomme à la tête du ministère de la production aéronautique le dynamique mania de la presse, Lord Beaverbrook. Ce dernier procède à la réorganisation de l'industrie aéronautique, qui permet en 3 mois de doubler la production de chasseurs, portant ainsi à 100 le nombre de nouveaux Hurricane et Spitfire créés chaque semaine. Mais Döding reste profondément inquiet face à la pénurie de pilotes qualifiés et expérimentés. C'est ce manque qui limite la disponibilité d'avions opérationnels. Pour compenser cette lacune, il dispose cependant d'un atout inestimable, le Chinholm, premier système de radar de détection. Il s'agit d'un réseau de stations radars à longue et courte portée disséminées le long des côtes de l'Angleterre. Les radars permettent de détecter un avion allemand à l'approche jusqu'à 160 km des côtes. Les centres d'opération radar transmettent les informations sur l'activité aérienne en téléphonant au Fighter Command et aux différents quartiers généraux. Le Fighter Command dispose ainsi du temps nécessaire pour identifier et confirmer la trajectoire de vol des formations de la Luftwaffe, alors même que ces dernières se massent sur les côtes du nord de la France. Une fois les détails confirmés par le Fighter Command, celui-ci alerte les bases aériennes concernées, donnant aux pilotes des informations sur l'altitude, la distance et la taille de l'escadrille ennemie. Puis, les escadrilles de chasseurs désignés décollent sur alerte pour affronter la menace allemande. Les appareils de contrôle terrestre les guident ensuite vers les bombardiers allemands à l'approche. Le centre des services secrets de Bletchley Park joue lui aussi un rôle important. Il commence à lire les messages radio de la Luftwaffe écrits à l'aide d'Enigma, la machine à coder allemande jusqu'alors indéchiffrable. Malheureusement, les renseignements obtenus ne sont pas suffisants pour permettre à Döding de comprendre clairement les intentions de Göring. Conscient des forces et des faiblesses de son dispositif, Döding sait combien la tâche à accomplir est difficile. Il doit trouver un compromis entre réagir en masse aux attaques de la Luftwaffe et ménager ses forces pour ce qu'il en est convaincu sera une bataille de longue haleine. De l'autre côté de la Manche, Hitler, rendu furieux par le refus anglais de faire la paix, ordonne les préparatifs pour une invasion baptisée Opération Otari. On rassemble des barges venant de toute l'Europe de l'Ouest. Celles-ci sont aménagées pour le transport des troupes et des tanks. Le projet consiste à transporter une force de 200 000 hommes de l'autre côté de la Manche et à les faire débarquer sur la côte sud de l'Angleterre. L'armée allemande, comme la marine de guerre, sont d'accord sur un point. Pour que l'invasion soit couronnée de succès, la maîtrise du ciel est essentielle. Göring fait une confiance absolue à son armée de l'air. Tout juste revenu de ses triomphes en Pologne et en France, il pense que la RAF n'est pas de taille à lutter contre la Luftwaffe.
Le 30 juin 1940, il donne ses premières instructions. Tant que l'aviation ennemie n'est pas vaincue, le mot d'ordre reste le même. Attaquer jour et nuit, au sol et dans les airs, jusqu'à sa destruction garantie. Face aux 700 chasseurs de la RAF, Göring dispose de plus de 3000 avions, dont 1200 chasseurs. Ils sont organisés en 3 Luftflotten ou flottes aériennes. Les flottes de la Luftwaffe sont composées de la Luftflotte 3, dont les quartiers généraux sont à Paris, la Luftflotte 2, contrôlée depuis Bruxelles, et la Luftflotte 5, basée à Stavanger, en Norvège. Pour commencer, Göring attaque les convois britanniques sur la Manche, dans le but d'inciter le Fighter Command à riposter en s'engageant dans une bataille d'usure qui l'affaiblirait inexorablement. Au cours du mois de juillet 1940, la Luftwaffe bombarde les navires de commerce britanniques, ainsi que les ports du pays, en particulier la zone étroite entre le Pas-de-Calais et le port de Douvres, dont on dit bientôt qu'il est le siège des flammes de l'enfer. L'intensité de ces attaques oblige les Anglais à interrompre la circulation maritime sur la Manche. Mais Dowding refuse de céder à la provocation. Au début du mois d'août, Göring comprend que son ennemi n'a pas mordu à l'hameçon comme il l'espérait. Il met alors au point une nouvelle offensive, baptisée le Jour de l'Aigle. Tout d'abord, il a l'intention d'aveugler les défenses de son adversaire en détruisant ses stations radars. Puis, il espère anéantir la RAF au sol, en bombardant les bases aériennes, une tactique qui a fait ses preuves en France et en Pologne. Pour mener à bien ces opérations capitales, Göring compte principalement sur 2 types de bombardiers, le Junker Ju-88 et le Heinkel HE-111. Le Ju-88 est capable d'effectuer un bombardement en piqué. Il peut porter jusqu'à 1,8 tonnes de bombes et vole à 458 km/h. Biréacteur lui aussi, le bombardier HE-111 a une charge explosive maximale de 2 tonnes et sa vitesse de pointe s'élève à 400 km/h. De part et d'autre, les adversaires disposent donc d'avions de grande qualité qui se préparent maintenant à une bataille qui démontrera leur puissance comme leur faiblesse. Bien qu'elle n'existe que depuis 1935, la Luftwaffe de Göring est parfaitement entraînée en août 1940. De plus, beaucoup de ses équipages ont connu l'expérience des combats aériens pendant la guerre civile espagnole, en Pologne et en France. Göring a mis au point un programme d'entraînement très efficace, capable de former 800 nouveaux pilotes chaque année, alors que la RAF ne peut en instruire que 200. Le chef de la Luftwaffe a une confiance absolue en ses hommes. Ils n'ont pas seulement l'avantage d'être supérieurs en nombre, ils ont en plus, aux yeux de Göring, la chance de voler dans les meilleurs avions du monde. Göring compte en particulier sur des pilotes comme le major Adolf Galland et Werner Mölders, 2 as qui combattent depuis la guerre d'Espagne. Ce sont eux qui mèneront les attaques sur l'Angleterre. Par opposition, le Fighter Command de la RAF ne dispose en août 1940 que de relativement peu de pilotes expérimentés. La plupart des pilotes n'ont pratiquement rien vu pendant la campagne de France, en raison de la politique de Dowding qui visait à préserver ses forces. Beaucoup sont encore en formation. Comparés à la Luftwaffe, les pilotes de chasse de la RAF forment un ensemble contrasté. On y trouve des Anglais de la haute société, en passant par des sous-ofs durs à cuire, et ceux qui viennent de pays occupés par Hitler jusqu'aux hommes des dominions. On compte même un groupe enthousiaste de volontaires américains.
Un pilote de la RAF se souvient longtemps après. Nous ne prenions pas le moins du monde au sérieux le fait que nous risquions nos vies. Nous lisions les journaux, jouions au football, dormions de temps à autre. Voilà ce qu'était notre existence. Les tactiques du Fighter Command se basent sur une série d'attaques combinées menées sur les avions ennemis engagés, différentes selon que ces derniers se trouvent plus haut, plus bas ou à la même altitude qu'eux. La formation standard est composée de 3 avions formant le V de la victoire jusqu'à ce que le chef d'escadrille désigne un type d'attaque donné. Ces pilotes s'exécutent alors comme pour une manœuvre. Les Allemands, au contraire, ont une approche bien plus souple du fait de leur grande expérience au combat. Ils utilisent la formation dite du Schwarm ou de l'essaim. Les chasseurs volent en paire ou par groupe de 4, s'assurant ainsi une bonne protection mutuelle et une plus grande flexibilité au combat. Le Schwarm a été conçu par l'as de guerre Werner Mulders au cours de la guerre civile espagnole. Puis il a été perfectionné et amélioré pendant les campagnes de Pologne et de France en 1939 et 1940. La Luftwaffe dispose également d'un service de sauvetage en mer extrêmement efficace, mis au point lors des combats au-dessus de la Manche. Cependant, les équipages de Göring sont victimes de certains désavantages. Leurs avions n'étant pas conçus pour porter une charge suffisante de bombes, ils n'entrent pas dans la catégorie des bombardiers véritablement stratégiques. D'autre part, les chasseurs allemands disposent d'une autonomie de vol très limitée. Leurs réserves de carburant ne leur permettent pas de rester plus de 10 minutes au-dessus du ciel de Londres, après quoi ils doivent retourner vers leur base française. Les bombardiers se retrouvent souvent sans la protection des escortes de chasseurs, et ils deviennent alors une cible facile pour les pilotes de la RAF. En dépit de leur service de sauvetage en mer, les équipages allemands commencent à souffrir de manière chronique du mal de la Manche, provoqué par la peur d'être abattus au-dessus de la mer. Cette crainte est exacerbée par l'épuisement croissant ressenti au fur et à mesure des combats. De l'autre côté, les pilotes anglais ont l'avantage d'opérer à proximité de leurs bases aériennes, et s'ils sont abattus, ont plus de chances de l'être en territoire ami. Pour ce qui est des avions de chasse eux-mêmes, le Supermarine Spitfire, avec son moteur Merlin Rolls-Royce et ses 8 mitrailleuses 303 Browning, est en mesure de faire face au principal chasseur allemand, le ME-109. Numériquement supérieurs, les Hawker Hurricane sont également dotés de moteurs Merlin Rolls-Royce et armés de manière similaire. Volant à 50 km/h de moins que le Spitfire, le Hurricane est essentiellement destiné à combattre les bombardiers allemands. Le Messerschmitt ME-109, avec ses 2 mitrailleuses de 7,9 mm et ses 2 canons de 20 mm, a plus de puissance de feu que les avions de chasse anglais. Sa vitesse de pointe est similaire à celle du Spitfire, mais il est moins facile à manœuvrer en altitude. L'autre chasseur allemand, le ME-110 biplace, est un avion multifonction, principalement employé comme escorte rapprochée des bombardiers. Il est également utilisé pour des missions de bombardement spécialisées. Si les avions de chasse se valent d'un côté comme de l'autre, Göring a l'avantage d'en avoir beaucoup plus à sa disposition que Dowding. Tandis que la bataille d'Angleterre s'intensifie, la pression monte au sein des équipages anglais et allemands. Hugh Dowding et Hermann Göring sont maintenant aux prises dans une phase critique de la bataille. Tous deux sont conscients d'une chose, l'issue de ce combat aura des implications d'une portée considérable pour eux comme pour leur pays. À l'aube du 12 août 1940, les bases aériennes allemandes du nord de la France sont en pleine effervescence. Les pilotes et les équipes au sol préparent les avions
pour ce qui doit être l'offensive décisive de Göring contre les défenses aériennes anglaises. Ce jour-là, la Luftwaffe lance des attaques sur 5 stations radars côtières, 3 centres de contrôle aérien du Fighter Command, ainsi que d'autres cibles. Le 13 août, Göring déclenche une offensive massive contre d'autres bases aériennes et installations radars. Bien qu'il y ait maintenant des brèches dans la couverture de radar, les chasseurs de Döding sont toujours en mesure d'intercepter une grande partie des formations de bombardiers allemands, ainsi que leur escorte. « 48 heures après le début de l'offensive du jour de l'Aigle, Göring est informé par les services de renseignement de la Luftwaffe que toutes les principales stations radars anglaises ainsi que 8 bases aériennes de chasseurs ont été détruites. En réalité, les radars simplement endommagés sont rapidement réparés, permettant à Döding de garder le contrôle de ses escadrilles de chasseurs. Quant aux terrains d'aviation attaqués, beaucoup ne sont pas des bases d'importance capitale. 24 heures plus tard, les pilotes allemands se heurtent à une opposition qu'ils n'attendaient pas. L'un d'eux décrit sa frustration. Nous autres, pilotes de chasse, étions de plus en plus persuadés que nous ne parviendrions pas seuls à forcer l'Angleterre à se rendre. Il fallait pour cela une offensive jointe de l'armée, de la marine militaire et de notre aviation. C'est pourquoi nous avons imploré Göring de concentrer dès que possible toutes les forces sur l'invasion de l'Angleterre. Alors que le 15 août, les défenses aériennes anglaises se préparent à une nouvelle offensive, les Allemands repartent attaquer le sud-est du pays. Simultanément, Göring envoie la Luftflotte 5 de Norvège. Malheureusement pour elle, beaucoup de ses avions sont abattus. Cette défaite marque la fin de son rôle dans la bataille d'Angleterre. Le 18 août, lors de nouvelles attaques contre les bases aériennes, la Luftwaffe perd encore 71 avions, mais elle inflige des pertes sévères aux bases de Döding. C'est un jour critique pour le chef du Fighter Command. Ses pilotes ont alors un programme de vol exténuant du matin jusqu'au soir, comprenant 5 ou 6 sorties par jour. L'épuisement gagne les troupes. Les pertes anglaises se montent à 88 pilotes tués et 40 autres gravement blessés en l'espace de 9 jours seulement. Si la Luftwaffe maintient ce niveau de pression, Döding n'aura bientôt plus de force crédible pour défendre l'Angleterre. Par chance, le pays connaît alors une brève période de mauvais temps, que le chef du Fighter Command met à profit pour échanger une partie des escadrilles épuisées du groupe 11 avec des équipes plus fraîches du groupe 13, basé dans le nord. La météo défavorable permet également à Göring de modifier sa tactique. Il décide de déployer plus de chasseurs et moins de bombardiers pour que les pilotes de la RAF soient débordés dans les airs. La seconde phase commence le 24 août avec une offensive allemande massive contre les bases aériennes anglaises, les centres d'opération et la base navale de Portsmouth. Au cours de la nuit, malgré les ordres spécifiques d'Hitler, des avions allemands bombardent par erreur la ville de Londres. Cette grave bévue va avoir une influence décisive sur l'issue du face-à-face entre Döding et Göring. Pour riposter, le Premier ministre Winston Churchill ordonne immédiatement un raid de bombardement sur Berlin. Le commandement tactique aérien exécute cette mission pendant la nuit suivante.
Berlin, le haut commandement allemand travaille tard dans la nuit pour se décider. Hitler fait clairement comprendre qu'il attend des représailles de la part de la Luftwaffe. Les villes anglaises doivent être attaquées de jour comme de nuit. Pendant ce temps, l'issue de la bataille d'Angleterre oscille dans un équilibre précaire. Au terme du 26 août, Göring a perdu plus de 600 chasseurs et bombardiers. Et le Fighter Command de Dowding, quelques 200 avions de chasse. Durant les 2 semaines qui couvrent la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, 103 pilotes du Fighter Command sont tués et 128 gravement blessés. Dowding commence à être très préoccupé par ses pertes d'effectifs. Pire, les attaques de Göring sur les bases aériennes remportent un succès croissant. Beaucoup d'avions de Dowding sont détruits au sol et des terrains d'aviation stratégique réduits à l'inactivité pour plusieurs jours. Face à la pression incessante de la Luftwaffe, l'Angleterre commence à perdre ses avions de chasse plus vite encore que l'Allemagne. Presque 500 en l'espace de 2 semaines. L'état-major de Dowding allait le reconnaître plus tard. Ces 15 jours furent pour nous les pires, car pendant cette dernière semaine du mois d'août, les Allemands procédèrent à un pilonnage implacable des bases aériennes de la RAF. Le 31 août fut probablement la pire de ces journées. Le principe de Göring consistant à exercer une pression incessante sur l'ennemi semble finalement faire ses preuves. Les attaques de la Luftwaffe, en particulier sur les bases aériennes, ne se contentent pas de paralyser l'action des Anglais. Elles perturbent en plus le commandement, le contrôle et les communications de Dowding. Sans ces possibilités, ce dernier n'a pas le pouvoir d'empêcher la destruction de ses troupes. Tandis que les attaques se poursuivent, Dowding commence à se demander sérieusement si le Fighter Command pourra tenir le coup encore longtemps. Le samedi 7 septembre, l'Angleterre se tient prête pour l'invasion. Pilotes et équipages, état-major, hommes et femmes des unités de défense anti-aérienne côtière, tous rassemblent leurs forces en vue de l'offensive allemande. À mesure que la journée passe, la tension grimpe. Mais le ciel reste remarquablement calme. Finalement, en fin d'après-midi, Göring monte la plus grande armada aérienne de toute la bataille d'Angleterre. Presque tous les chasseurs opérationnels et les bombardiers de la Luftwaffe sont lancés dans ce qui doit être l'ultime tentative pour vaincre une fois pour toutes le Fighter Command de la RAF. Les quartiers généraux de Dowding confirment l'attaque massive et ce dernier envoie ses escadrilles de chasseurs dans les airs à la rencontre de l'ennemi. Les pilotes anglais sur le point de se battre doutent de pouvoir empêcher la percée de l'adversaire et les conséquences fatales que cela impliquera. Il semble que Göring soit finalement sur le point de triompher. Dans l'après-midi du 7 septembre 1940, les canons de la DCA qui protègent le sud-est de l'Angleterre engagent le combat avec l'armada aérienne lancée par Göring, censée, comme le suppose Dowding, se diriger vers ses bases affaiblies. Puis survient ce que Dowding décrira plus tard comme le miracle de la bataille d'Angleterre. L'attaque allemande ne se dirige pas comme prévu vers les bases aériennes. Elle change soudain de cap et prend la direction de Londres. La Luftwaffe bombarde les docks de la capitale. On compte 448 civils tués, ainsi que des milliers de blessés.
Göring espère que cette tactique attirera ce qui reste des chasseurs anglais dans les airs pour mieux les détruire ensuite. La RAF agit en effet comme il l'attendait. Mais l'issue du combat qui s'ensuit n'est pas celle que Göring avait prévue. Les chasseurs anglais abattent 39 avions ennemis, contre 31 de leur côté. C'est une maigre victoire, mais suffisante pour Dowding, qui sent qu'un tournant décisif est atteint. La ville de Londres subit plusieurs assauts au cours des semaines suivantes. Les bombardements font 1 millier de morts civiles et encore plus de blessés et de sans-abri. La bataille dans les airs se poursuit, mais la Luftwaffe perd de plus en plus d'avions face à la résistance farouche de la RAF. En décidant de reporter les attaques des bases aériennes sur la ville de Londres, Göring offre à Dowding et à ses troupes un répit capital. Les pilotes anglais peuvent maintenant se concentrer sur la défense de la capitale. Mais Göring le déclare à Hitler. Il reste convaincu que le Fighter Command de Dowding joue ses dernières cartouches. Une ultime offensive permettrait de remporter la bataille. Le 15 septembre au matin, la Luftwaffe lance une nouvelle attaque massive en plein jour. Plus de 250 bombardiers y participent. Ils pensent ne rencontrer pratiquement aucune opposition. Mais Dowding les attend de pied ferme. Il arrive à faire décoller ses Spitfire et ses Hurricane à temps pour affronter les bombardiers allemands, avant que ces derniers n'aient atteint Londres, parvenant ainsi à contrer leur attaque. Puis les chasseurs du Fighter Command retournent à leur base pour faire le plein de carburant et de munitions, en vue d'une prochaine offensive, si elle doit arriver. La Luftwaffe revient dans l'après-midi et cette fois encore, Dowding est prêt. À cette occasion, les escortes de chasseurs échouent totalement dans leur rôle protecteur des formations de bombardiers. Le résultat est catastrophique. Même s'il perd 27 avions, le Fighter Command de Dowding parvient à détruire près de 60 bombardiers et chasseurs allemands à la fin de la journée. Sur le plan psychologique, cette défaite porte un coup fatal au pilote de Göring et elle balaie les dernières lueurs d'espoir de conquête que nourrissaient encore Hitler et ses commandants vis-à-vis de l'Angleterre. Au soir du 15 septembre 1940, la RAF a regagné la maîtrise du ciel dans le sud du pays. Hitler est forcé de reporter pour une durée indéterminée ses projets d'invasion de la Grande-Bretagne. Il décide plutôt de se tourner vers l'Est et la Russie. Toujours optimiste, Göring tente au départ de minimiser l'importance de ses pertes, insistant sur le fait qu'il peut encore détruire la RAF. Mais il a été extrêmement mal informé par ses services secrets sur l'ampleur des préjudices subis par Dowding. En outre, la faible autonomie de vol des chasseurs allemands les a empêchés de fournir une protection suffisante aux bombardiers.
Göring cherche à venger sa défaite face à Döding en menant des offensives nocturnes prolongées contre les villes anglaises. Entre le milieu du mois de septembre 1940 et la mi-mai 1941, 40 000 personnes sont tuées par les raids aériens allemands, dont 20 000 dans la seule ville de Londres. Mais ces attaques, connues également sous le nom de Blitz, renforcent plutôt qu'elles ne sapent le moral et la résolution du peuple anglais. La bataille d'Angleterre elle-même est un grand tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Elle montre que les armées d'Hitler, jusque-là invincibles, peuvent être affrontées et vaincues. Le général d'armée aérienne Sir Hugh Döding est incontestablement l'un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Sa vision et sa détermination ont sauvé l'Angleterre. Après sa victoire, Döding est nommé à la tête de la British Air Mission des États-Unis. Mais c'est seulement après la guerre que le peuple anglais finit par reconnaître combien il est redevable à cet homme. Döding prend sa retraite en 1942 et reçoit du roi le titre de Lord l'année suivante. Il meurt en 1970 à l'âge de 87 ans. Bien qu'il commande la plus grande armée de l'air que l'histoire ait jamais connue, Göring, contrairement à Döding, n'a jamais fait le moindre effort pour comprendre la nature véritable et les limites des combats aériens. Sur le point de battre le fighter command exsangue de Döding, Göring perd la bataille, car il change de cible au moment critique, relâchant ainsi la pression qu'il exerçait sur son adversaire. Ironie du sort, contrairement à Döding, Göring reste à la tête de l'armée de l'air allemande, mais il continue à faire des erreurs importantes qui mènent la Luftwaffe à sa perte. Après avoir tenté de s'emparer du pouvoir durant les derniers jours de la guerre, ce qui lui vaut d'être arrêté par la Gestapo, Göring est capturé par les forces américaines en mai 1945. Il est inculpé pour crime de guerre au procès de Nuremberg un peu plus tard au cours de la même année. Vous devez plaider coupable ou non coupable. Condamné à mort en octobre 1946, il fait une sortie théâtrale en s'empoisonnant dans sa cellule 2 heures seulement avant d'être pendu. La bataille d'Angleterre marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Tant que la Grande-Bretagne poursuit le combat, Hitler ne peut gagner la guerre. Une fois l'Amérique entrée dans le conflit en décembre 1941, les chances de mener à bien une victoire totale disparaissent pour Hitler. Le face-à-face entre Döding et Göring est unique. Dans tous les autres combats aériens de l'histoire, les forces terrestres et navales ont joué un rôle déterminant à l'issue de la victoire finale. La bataille d'Angleterre, elle, ne fut orchestrée que par les puissances aériennes.